merci d'être avec nous. Ça fait 12 jours que Gérard Collomb a démissionné. 12 jours et il n'y a toujours pas de ministre de l'Intérieur à plein temps, place Beauvau. C'est grave. Pour l'instant, on arrive à vivre. On arrive à vivre. Voilà. Non, mais ça devient compliqué pour eux quand même au bout d'un moment, parce que là, c'est une série quotidienne. Ils vont terminer sur Netflix, je pense, au rythme où ça va. On va y avoir une saison tous les jours. Ils vont terminer avec une communication gouvernementale qui va être faite de petites annonces pour savoir qui va. Derrière ça, évidemment, il y a des problèmes politiques de fond. C'est la fin, justement, du en même temps. C'est les contradictions politiques qui reviennent. Quand on dit en même temps dans cette émission, il y a une petite sonnette. C'est pour ça que je l'ai fait, évidemment, ça ne m'a pas échappé. Bien sûr. C'est le début de l'explosion de la bulle spéculative politique que pouvait être Macron. C'est-à-dire qu'il y avait deux options possibles. Moi, j'ai jamais pensé aux options politiques arrêtées dans l'élection de Macron. J'ai toujours été prudent. Il n'est pas simplement arrivé premier dans un concours de circonstances. Ça aurait pu, ça peut être encore le choix, finalement, j'allais dire, des classes dirigeantes. Et d'ailleurs, tous les signaux qu'il envoie dans ce sens-là devraient finir de les convaincre. Vous avez vu cette petite enquête dans Le Monde qui est passée sur le pouvoir d'achat, où les 0,1% les plus riches gagnent en moyenne 6 ou 7% de pouvoir d'achat, quand les 20% les moins riches perdent 1,5% en moyenne. Donc ils donnent tous les gages. Mais il y a la crise politique qui les taraude, qui les rattrape, les contradictions, qui fait qu'à un moment ou à un autre, on se retrouve confronté au pied du mur de l'urgence politique, de cette grande crise de représentation politique. Il y a une illusion, en réalité, qui consistait à croire qu'en changeant les pions sur l'échiquier, on allait changer les règles du jeu. On a changé les pions, les règles du jeu restent les mêmes, on a toujours le même type de crise de représentation politique. Donc le nouveau monde vanté par Macron, tout le monde est en train de découvrir que finalement c'est le vieux monde. Vous savez, il y a une grande révolutionnaire allemande qui s'appelait Rosa Luxembourg, qui avait une belle expression sur les changements de période. Elle disait le vieux monde s'écroule pan entier par pan entier. Et le plus étrange, c'est que la majorité des gens ne s'en rendent pas compte et continuent à croire qu'ils marchent sur le sol ferme. On est exactement dans cette situation-là. Ils ont l'impression, au gouvernement, de marcher sur le sol ferme. Emmanuel Macron plaide quand même de prendre le temps de la réflexion, du sérieux, justement, pour ne pas se rater, si je puis dire, là, il va faire des sur-mesures. Là, c'est parti pour des sur-mesures. Je ne sais pas, peut-être qu'il y arrivera avant la fin du quinquennat, je ne sais pas. Mais il ne pourra pas régler, je veux dire, même avec un bon casting, de son point de vue, pas du mien, il n'arrivera pas à régler les problèmes politiques de fond. Et les problèmes politiques de fond, c'est que vous avez une crise politique qui est là, une crise sociale qui est toujours présente, une crise économique qui nous rattrape, et ça se double d'un élément nouveau, c'est que jusqu'à présent, dans le cadre de la Ve République, dont je ne pense pas du bien, on avait des présidents de la République qui étaient rattachés à des formations politiques, à des partis. C'est-à-dire quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, les rattachait à une certaine réalité du pays. Là, on n'a pas ça. Et donc, tout ce qui était vanté en termes de nouveautés, ça peut, mais on se le dit tous, enfin là, il n'y a pas que des gens de mon rang pour l'expliquer depuis le début. On sait très bien que la majorité parlementaire, elle pourrait même exploser au premier coup de vent un peu sérieux. Ce qui m'intéresse dans cette histoire-là, on en parlait tout à l'heure, c'est que cette fragilité, elle nous inspire, elle nous donne de la confiance, parce qu'on sent que pour gagner, il ne faut pas simplement, en effet, les trucs à l'ancienne dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire marcher et pas simplement entre Bastille et République, mais il faut aussi qu'en haut, ça se fragmente. Et je pense qu'en haut, ça peut se fragmenter. Ils sont fragiles. Il y a peut-être les crises, sans doute, existent telles que vous les décrivez, n'empêche que tous les projets de loi qu'ils avancent et contre lesquels vous vous battez, ils les passent les uns après les autres. Alors, deux choses. Ils les passent, oui, mais par exemple, parlons des cheminots. Cheminots et Parcoursup, donc la séquence du printemps dernier. On aurait pu se dire, c'est fini, c'est plié. On aurait pu se dire, Macron, grand vainqueur, après le mondial, où quand même, finalement, alors qu'on lui demandait pas grand-chose, on le voyait à peu près dans tous les vestiaires de chaque match pour nous dire ce qu'il pensait qu'il allait péter en popularité. Ça n'a pas été le cas. Il est en train de vivre une rentrée politique particulièrement pourrie. Donc ça n'a pas marché. Et dans le mouvement social, on est toujours debout. On n'est pas battu par chaos. Deuxième chose, est-ce qu'ils sont 6 sur 2 ? Sur les retraites, on devait nous faire des grandes annonces. C'est pour 2019. Oui. Ça arrive. Enfin, c'était prévu comme ça. Ouais, non, mais je sais pas, on devait nous annoncer des mesures, là, aujourd'hui. Ouais. J'ai cru comprendre que finalement, il serait question que ces mesures, dans le détail, soient plutôt prononcées à partir du mois de juin. En gros, comme on n'est pas... concertation. Oui, bien sûr, mais comme on n'est pas complètement tarté et demeuré, on a quand même compris que le but du jeu, c'était d'éviter que ça soit directement émis avant les élections européennes, histoire de diminuer un petit peu la trempe électorale qui s'apprête à recevoir. Et d'ailleurs, ce que ne disent pas les sondages pour l'instant, mais on verra. Mais au rythme où ça va, on verra d'ailleurs s'il y a un gouvernement à ce moment-là et s'il sera sanctionné, en effet. Donc avec des si, on coupe du bois. Mais l'annonce qu'ils doivent faire sur les retraites, ça sera tellement explosif que là, pour le coup, tout peut ressurgir. Tout peut ressurgir, parce qu'expliquer qu'on va partir d'un système qui est notre système actuel, qui a plein de défauts, surtout avec le nombre de contre-réformes libérales qu'on a subies, mais qui sont système... Juste un point quand même. Vous appuyez sur l'impopularité, mais
pour l'instant, elle ne profite à personne dans l'opposition, ni à Jean-Luc Mélenchon, ni à vous, ni à l'extrême droite, ni à la droite. Pour le coup, plus direct que vous. Même non, mais c'est-à-dire que ça pourrait même profiter au pire. Voilà. C'est-à-dire que quand on prend un peu de recul et quand on est internationaliste, ce qui est mon cas, quand vous voyez le mouvement mondial de la percée de l'extrême droite, vous voyez ce qui s'est passé au Brésil, vous voyez ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Italie, ce qui s'est passé en Allemagne, vous pouvez vous dire qu'en effet, faute de correspondants en termes d'espérance sociale et politique à la hauteur de cette situation-là à gauche, donc dans le camp de la gauche, la colère qui est présente peut parfaitement macérer dans la peur étant mauvaise conseillère, ça peut profiter à l'extrême droite. Et on peut avoir une situation où au moment des européennes, en France comme ailleurs, on ait des jonctions entre la droite et l'extrême droite. D'où la responsabilité de la gauche à assumer ses rendez-vous sociaux et politiques. Je parlais du système des retraites. On ne va pas justement attendre la fameuse concertation bidon dont on sait d'avance que ça va prendre une chose, c'est de nous pondre un système de retraite par points. Le retraite par points, je commence à le dire des mois à l'avance pour ceux qui nous regardent, ça sera une baisse mécanique des pensions. Parce qu'on va calculer vos retraites à partir de demain, si ce système passe, sur l'ensemble de vos années travaillées. Les meilleurs comme les pires. Donc mécaniquement, ça baissera, d'autant plus que le point de retraite sera calculé chaque année en fonction de critères démographiques et économiques. Donc, je vais vous citer François Fillon, dont on ne peut pas douter une seule seconde qu'il mente, surtout quand il s'adresse à des chefs d'entreprise, en tous les cas. Et quand il était candidat devant des chefs d'entreprise, je ne crois pas qu'il mente. Il leur a dit « Je suis favorable au système par points ». Il a dit « Je suis favorable au système par points, mais qu'on ne demande pas aux Français. Ça ne réglera rien au système des retraites. Ça n'aura qu'une seule utilité, faire baisser les pensions ». Donc, par exemple, la gauche ferait bien de se voir au plus vite plutôt que d'aligner des listes électorales sur listes électorales pour assurer nos rendez-vous communs, être présent sur les Ford, les Nestlé dont je parlais, les postiers, les salariés de Pakata Hayat, par exemple, les salariés, le personnel hospitalier qui en a depuis plus de 20 jours. La gauche. Donc, aujourd'hui, la gauche, c'est quoi aujourd'hui ? Alors, on a appris cette semaine que le PS avait perdu 2 représentants de ce qu'on appelle son aile gauche, Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann. On a le sentiment que la gauche ne se remet pas, finalement, de la déroute présidentielle. Je parle du PS en particulier, bien sûr. Je pense que la gauche de la gauche n'est pas à la hauteur des enjeux. Pour l'instant, elle est en train de faire les choses à l'envers, pour le dire comme je le pense. Moi, j'ai pas ma langue dans la poche, je vais vous le dire comme je le pense. Je pense qu'on est en train de prendre les choses à l'envers. Je vous disais, là, on va voir Jvannet, le gouvernement sur Netflix, mais on n'est pas loin. Si on calcule le nombre de listes qu'on est en train d'aligner, ça fait déjà pas mal de manifestants. On est déjà à 5 ou 6 listes à la gauche de la gauche. Simplement parce qu'on est dans les querelles de pouvoir, les querelles d'ego, des problèmes d'orientation politique, parce qu'il y en a, mais on ne coupera pas aux problèmes politiques de notre période. Pour ma part, je crois à un message unitaire et radical qui consiste à s'adresser à toutes les forces qui se sentent concernées par cet espace politique et social qui, d'après moi, existe en France, qui est un espace à la fois anticapitaliste et en même temps internationaliste, c'est-à-dire de rupture claire avec les traités de l'Union européenne, mais en même temps avec une perspective universelle de s'adresser aux autres peuples et pas de se recroqueviller sur eux-mêmes. Je citais à l'instant Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann, qui pourrait rejoindre la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon doit-il faire le rassemblement à gauche et accueillir ceux qui quittent le PS et éventuellement d'autres? Écoutez ce que répondait Adrien Quatennens, invité aujourd'hui de BFM Politique. Avons-nous le choix? Évidemment que nous y sommes prêts et que nous devons assumer cette responsabilité. Vous savez, on analyse la situation politique froidement. On a la Macronie qui est dans une impasse de fond et de forme, l'exercice du pouvoir. On a la menace partout en Europe de l'extrême droite qui est la mauvaise solution à une colère légitime. Et à côté de ça, nous devons être l'alternative. Nous devons être l'alternative, dit Adrien Quatennens. Est-ce que c'est le rôle de la France insoumise de jouer d'être ce catalyseur de la gauche? Écoutez, moi je ne vais pas parler en leur nom. Ils ont forcément une responsabilité particulière vu les scores électoraux qu'ils ont. Ils ont pété les scores au moment de l'élection présidentielle. Mais ils ne regardent pas dans notre direction, visiblement. J'ai bien compris, on regarde dans la direction du PS. Et Jean-Luc Mélenchon, qui n'a eu pas de mots assez durs contre le Parti socialiste au moment où il était en alliance avec le Parti communiste. Maintenant, où visiblement c'est un peu plus compliqué, il est fâché avec eux, il nous explique qu'il est content de retrouver sa famille politique. Moi, je vous le dis franchement, si c'est ça, je passe mon tour. Je passe mon tour parce que si c'est reconstituer le PS, je passe mon tour. Mais donc vous êtes responsable de cette fragmentation aussi, finalement. Humblement. Je veux bien prendre toutes les parts de responsabilité du monde, mais humblement. Nous, on ne commence pas, par exemple, par aligner une liste aux européennes avant de discuter. On adresse un message unitaire, on discute avec lutte ouvrière, on s'adresse aux autres pour savoir s'ils se sentent concernés par l'espace politique dont je parlais, avec des débats de fond dont il va falloir parler. Moi, je suis pour parler en toute franchise. Quand on n'est pas d'accord, il faut dire qu'on n'est pas d'accord. Mais au-delà de l'alliance, et de savoir que
c'est pas hyper sexy dans la gauche de vous dire que vous allez reconstituer le PS. Mais le PS, il est à gauche pour vous ou pas? À gauche, oui, mais pas de la gauche de la gauche. Bon. Voilà, si c'est pour... Ça a encore des relations avec le mouvement ouvrier. Gauche. Non, mais il y a quelques temps, je me demande si vous ne l'auriez pas situé plus à droite qu'à gauche. Non, mais écoutez, mais la faute à qui? Ouais. Bon, quand ils sont au pouvoir, c'est pas de ma faute s'ils font une politique de droite. Je veux dire, si aujourd'hui, il y a 90% des gens dans ce pays qui font plus la différence entre la gauche et la droite, j'ai un scoop pour vous. C'est pas parce que les gouvernements de gauche, quand ils sont élus, mènent une politique de gauche. C'est parce que les gouvernements de droite mènent une politique de droite et que les gouvernements de gauche, eux, vont dans l'autre sens. C'est uniquement dans ce sens-là. Sarkozy, il n'a jamais mené une politique de gauche quand il était au pouvoir. Jamais. Lui, il assume son camp. C'est à gauche, et simplement dans cette gauche-là, qu'on a brouillé les pistes. Il porte cette responsabilité, ce degré de désillusion. Et moi, j'ai pas oublié ça. Mais au-delà de ces alliances-là, je crois à quelque chose de plus profond. Si on prend un peu de hauteur, à l'échelle de la crise politique du monde, telle que je l'expliquais, je crois qu'il y aura pas... On n'arrivera pas à inventer une nouvelle forme de représentation politique à la gauche de la gauche à partir de l'alliance uniquement des organisations politiques. Moi, je crois pour que ce message unitaire réussisse à se faire, à se construire, ça se fera sur la base que d'expériences sociales concrètes, partir du social. Pour ma part, j'ai les yeux d'abord là-dessus. Pourquoi? Parce qu'au-delà des désaccords, et j'en ai par exemple aujourd'hui avec certains dirigeants de la France Insoumise sur la question de l'immigration, au-delà de ces questions-là, les militants de la France Insoumise, je les vois, je les croise, je les respecte énormément. Ils mouillent leur chemise, leur maillot autant que nous. Sur la manif, par exemple, pour Adama Traoré, pour le réchauffement climatique, la multitude de mobilisations sociales que j'ai grainées tout à l'heure, y compris la plupart de leurs députés. Je ne veux pas dénigrer tout ce travail-là, bien entendu. Donc, on se retrouve sur ces trucs-là. Mais il y a des choses qu'il faut pouvoir se dire. Et le problème de la gauche, c'est que dès que vous abordez les questions d'organisation, c'est qu'on fait de la politique comme le système. Mais sur l'immigration, vous avez un vrai désaccord là. Est-ce que vous pensez que vous allez arriver à le résoudre? Je le résume très simplement. Vous êtes internationaliste, vous le revendiquez haut et fort, et vous trouvez que les insoumis, enfin Mélenchon, soyons clairs, ça se résume peut-être à ça, mais pas seulement. Au fond, eux veulent régulariser l'immigration en disant que plus on fait rentrer d'immigrés, et plus ça fait baisser les salaires des ouvriers. Donc là-dessus, vous pensez que vous arriverez à vous entendre ou pas? On n'est pas d'accord sur la liberté de circulation et d'installation. On n'est plus d'accord, d'ailleurs. Parce qu'il y a un moment, Jean-Luc Mélenchon était pour. Mais on doit pouvoir en discuter. Je vous dis, il ne faut pas faire la politique comme les autres. Faire la politique comme les autres, c'est que les partis institutionnels, ils bombent le torse, et puis ça négocie en coulisses, et puis ça discute jamais du fond. Il faut que dans la gauche de la gauche, on apprenne à discuter entre nous. Moi, pour dire les choses clairement, on doit pouvoir se dire qu'on n'est pas d'accord, sans que ça paraisse pour un clash ou une agression. D'accord? Il y a une organisation radicale de la gauche, on va l'appeler comme ça, qui est née en Allemagne, de Madame Wagenknecht, qui a expliqué qu'elle voulait en finir avec la bonne conscience de gauche de l'accueil. On a l'ex, ou toujours, conseiller politique de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait une interview dans le Nouvel Obs pour expliquer qu'il fallait asphyxier, assécher les flux migratoires, et qu'il fallait renoncer à la liberté de circulation. Je ne suis pas d'accord avec ça. À l'inverse, je veux dire tranquillement à Jean-Luc Mélenchon qui nous répond dans un blog, en expliquant qu'on contribuerait, nous et d'autres, à faire de l'immigration l'enjeu majeur des Européennes et à réduire finalement les Européennes qu'à un référendum pour ou contre l'immigration. Je voudrais lui dire fraternellement la chose suivante. Qui donne, dans notre camp, le plus de visibilité à cette question? Ceux qui changent de position, ceux qui changent les logiciels, ceux qui proposent d'assécher les flux migratoires, ou ceux qui, par exemple, dans un manifeste pour l'accueil des migrants, qui a été promu par 3 revues, Regard, Mediapart et Politis, qui ne font que repousser, et qui ne font que repousser sur le papier des positions qui étaient jusqu'alors des positions communes. Maintenant, quand la question est posée, elle est posée. Et moi, je continue à dire, pour ma part, que plutôt que d'avoir les yeux rivés sur les 0,02% de la population de l'Union européenne dont on parle, c'est-à-dire des migrants, qui ne sont pas responsables de la situation et des victimes, on ferait bien de se concentrer sur les 0,1 dont je parlais tout à l'heure, qui s'en mettent plein les poches en France comme ailleurs. Donc, il faudra qu'on se retrouve là-dessus. Et je pense qu'on peut parler clairement sur les questions de... Ça va être compliqué, il faut le dire, et c'est un sujet essentiel pour vous. Oui, mais ça passe par en parler. C'est-à-dire que... Là, vous ne parlez pas, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de... Si, il va y avoir un débat organisé par la bande, on va le faire par le biais de revues, mais il faut que cette discussion ait lieu. C'est-à-dire, on n'est pas dans une cour d'école. On est tous des grandes personnes, donc à un moment donné, on peut se parler, même publiquement, en disant écoute, on a fait le tri, on est d'accord sur ça, pas sur ça. Est-ce que ça nous empêche de nous regrouper? Pas forcément. Mais au moins avoir les discussions. C'est une question pour ma part qui est extrêmement présente. Je crois que si on touche, mais c'est vrai dans les deux sens, à un seul gramme de ce point d'équilibre qui est l'anticapitalisme et l'internationalisme, alors on va au-devant de grands déboires. Il faut être
je crois, extrêmement radical quant à la nécessité de rompre avec les traités de l'Union européenne. Pour notre camp, ça a toujours été le cas. Et avoir la lucidité de se dire que on a une lecture de classe de la société. Moi, je suis fier de pouvoir me dire que j'ai plus de points communs avec un retraité grec, avec un travailleur allemand qu'avec un quelconque capitaliste français. Parce que la seule frontière que je reconnais, c'est une frontière de classe qui oppose les exploiteurs aux exploités. Besancenot, j'aimerais vous montrer une autre image. C'est un événement qui s'est produit hier soir à la Défense Arena. C'est une salle de spectacle, la plus grande salle de spectacle de France. 32 000 personnes qui sont venues applaudir Booba, qui, on le rappelle, a été condamné il y a quelques jours à 18 mois de prison avec sursis. Et donc j'ai cette question essentielle, est-ce que vous aimez Booba ? La question est, j'ai aimé qu'un des rappeurs, moi j'y étais pas, je ne sais pas si c'est Booba lui-même, a porté ce t-shirt pour la famille d'Adama Traoré. Et on parle des rappeurs, parce que moi, si vous me donnez de choisir entre Booba et Karis, je passe mon tour, là aussi, je vous le dis tout de suite. Non, mais ça m'intéresse d'avoir votre... J'écoute toutes les formes de rap, je suis très ouvert sur ces questions-là, plutôt au niveau artistique, mais quitte à tenir un propos... Qu'est-ce qui vous plaît dans le rap ? Moi, c'est une musique, c'est un fond qui m'accompagne depuis toujours, mon engagement politique. Il y a toujours une bande originale de hip-hop qui m'a accompagné là-dedans. Et justement, je reviens à ça, il y a beaucoup d'artistes justement qui s'engagent pour la cause d'Adama Traoré. Vous verrez sur Instagram, il y a beaucoup qui ont posté. Voilà, justement, d'ailleurs, au-delà des clashs. Et donc voilà. Ça, c'est pas la meilleure partie du rap, mais faut bien le dire. Comment dire, si vous voulez me demander, la dernière fois, le dernier concert de rap, c'était à la fête de l'UMA pour voir NTM avec Fianso, et c'était un grand moment. Et vous-même, vous rappez ? Et comme je ne vous voyais pas arriver au gros galop sur cette question-là. Quoi Vous avez publié en septembre. On peut en écouter un court extrait ? Les uns contre les autres, ils nous dressent, nous stigmatisent, nous oppressent. En victime, voudrait qu'on pose, s'attaque aux effets, jamais aux causes. Pouvoir non partagé, richesse non partagée. 8 milliardaires au sommet, 3 milliards et demi se font spolier. Financé pas cagoulé, sponsor officiel de l'Élysée. C'est vous avec Joe, mon ami Joe, Showbiz, je le salue. Pourquoi cette forme d'expression ? Parce que j'ai des potes qui sont... Pour faire passer un message, là, quand même, aussi. C'est plus simple que ça. Moi, j'ai des potes qui sont là-dedans depuis toujours, que j'écoute depuis toujours et qui m'ont fait basculer à un moment ou à un autre. Donc, je vous rassure, il n'y a pas d'album en préparation, mais je ne m'interdis pas de balourder des trucs de temps en temps. À la limite, pourquoi pas. Voilà. Vous chantez et vous écrivez les textes ? Oui, absolument, ouais. Voilà. Mais c'est pas moi qui fais les productions, c'est Christo Productions qui les fait. Mais vous avez l'air gêné qu'on vous en parle. Alors non, que nous, parce que moi, je trouve ça intéressant. Et ben. Cette nouvelle, je veux dire, c'est rare de recevoir un homme politique qui fait un rap. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, oui, je vois ce que vous voulez dire. Je vois tout à fait ce que vous pas voulez dire. tous les 5 minutes, donc ça nous intéresse. Et ben voilà, je vous ai répondu. Et juste un dernier mot là-dessus, sur vos influences rap, ça serait qui ? J'ai senti que Booba, c'est pas exactement ça. Mais non, c'est pas ça. Non, je pense qu'il y a un rappeur qui est très fort aujourd'hui, c'est Fianso. Ouais. Ok. Ouais, vraiment très fort. Quelque chose me dit qu'il ne sera pas question de rap dans les tops et les flops de Camille et Nicolas. On commence avec le top de Camille Langlade. Alors, Édouard Philippe est mon top à une condition, s'il arrive à peser réellement dans ce remaniement et si à la fin la liste des ministres porte une marque Édouard Philippe. Mais c'est vrai que après le départ de Gérard Collomb, on a vu qu'il avait gagné en solidité et en popularité auprès des Français. Est-ce que le style... On a beaucoup critiqué le style Macron, le côté arrogant, comme ça, qui lui est très reproché par les Français d'ailleurs. Est-ce que le style Édouard Philippe... Style Trevor dans... Comment Qu'est-ce que vous avez dit Une plaisanterie de mauvais goût. Est-ce que ça vous plaît plus ou non, mais pas davantage. Je parle vraiment de la forme là, je parle pas du ouais, fond. Mais je dis ça parce que j'avais reposté un truc en disant qu'il ressemblait un peu à Trevor sur GTA, c'est pour ça que je me suis permis de refaire ce... Je me suis moi-même fourvoyé dans le commentaire sur le style et la forme. Et le style et la forme n'ont en réalité peu d'importance. Sauf quand ça renvoie à des questions de fond. Et là, il y a un truc qui colle à la peau de Macron. Moi, je l'ai déjà dit une fois, je le redis. Je pense que Macron va perdre à cause de ça. Quand, comment, je ne sais pas, mais il va perdre de ça. Il va perdre de son arrogance. C'est ces phrases à répétition qu'on connaît tous maintenant. Dire à un chômeur, traverse la rue, tu vas trouver de l'emploi. Dire à un retraité, arrêtez de vous plaindre. Je veux dire, le pire, c'est qu'il le pense. Il le pense vraiment. Et ce côté-là, ça passe pas. Et ça, il va le payer. C'est ça qui le fera tomber. Quand, comment, je ne sais pas, mais c'est ça qui le fera tomber d'une manière ou d'une autre.
Nicolas, votre top cette semaine? Mon top ou mon flop? Le top. Le top. Alors mon top pour ces médecins qui tentent de se faire entendre, ils ont du mal à cause de la puissance des lobbies de l'alcool parce que ils voudraient que l'alcool, les fabricants, les consommateurs paient au fond qui contribuent à ce fonds de lutte contre les addictions. Ils en ont été dispensés. Donc ils demandent une augmentation des taxes sur l'alcool et sur la consommation pour permettre justement la prévention, les soins, etc. Alors que c'est la première cause de mortalité pour les jeunes notamment. Bien. Le flop de Camille? Oui, un petit peu à rebours, peut-être aussi parce qu'Olivier Besancenot est là, mais le flop, c'est Emmanuel Morel et Marie-Noëlle Lienemann. Vous savez, ces deux PS qui quittent leur parti aujourd'hui. Et c'est un flop parce que déjà, ils annonçaient partir avec plusieurs cadres qui ont démenti officiellement sur Twitter. Ça fait quand même mauvais genre. Ils se sont fait huer au PS. Et puis, on ne quitte pas le navire en pleine tempête quand ça va mal dans son propre équipe. Et le flop de Nicolas, on en a parlé tout à l'heure, le flop de Nicolas? Sur Emmanuel Todd, qui était un essayiste qui a compté beaucoup, qui a eu des intuitions même géniales, mais qui, au fond, comme Michel Onfray, participe à une escalade dans les mots employés contre Emmanuel Macron. Alors on peut critiquer Emmanuel Macron, vous l'avez fait là, il y a quelques instants, dire que c'est un arrogant, etc., mais parler de puceau de la pensée, d'employer des termes sexuels comme l'a fait Onfray, je dis, bon, il faut que ces intellectuels se souviennent qu'ils sont des intellectuels. Un mot là-dessus? Je suis pas un intellectuel. Non, vous employez pas ces un mots-là. rappeur. Non, mais je pense qu'il y a au-delà des individus dont on a parlé, de toute façon, il y a besoin dans notre combat politique justement d'un renouveau et d'engagement d'intellectuels sur un terrain et un discours et un positionnement qui flirte pas avec l'air du temps, on va dire, et qui assume d'aller à contre-courant. Olivier Besancenot, dans 10 minutes plus précisément, juste après l'actualité à 19h, on reçoit Marc-Olivier Fogiel qui raconte dans un livre son expérience de la GPA, la gestation pour autrui. Il a 2 petites filles qui sont nées aux États-Unis grâce à une mère porteuse. Il raconte cette histoire, ça provoque pas mal de réactions. Est-ce que vous êtes favorable à la légalisation de la GPA? Non. Non, j'écouterais volontiers son discours, parce que je sais à quel type de souffrance ça peut correspondre. Mais moi, je suis pour la PMA, mais GPA, on parle d'autre chose. On parle de... Il faudra... J'imagine il y aura un discours là-dessus. Le corps des femmes n'est pas une marchandise. Tout à fait. Il y a quand même cet élément-là qui est en jeu, au-delà de l'intention de ceux qui y font appel. On est dans une société telle qu'elle est, et on sait que précisément parce qu'on est dans une société où la misère et remplir son frigo, c'est quelque chose qui compte, cet élément-là, c'est un élément qui est dans la discussion et je crois qu'on ne peut pas le contourner pour cette raison. Marc-Olivier Fogiel est favorable à la reconnaissance des parents dans la GPA. Il ne livre pas un combat en faveur de la légalisation. Oui, c'est toute la subtilité d'ailleurs de son livre et de ce qu'il va venir nous raconter dans quelques minutes. Merci beaucoup Olivier Besancenot. Bonne soirée à vous. Merci à Camille Langlade et Nicolas Domenac. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.